Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Échiquier international en direct sur Al24 News. Et ce lundi, je vous propose bien de suivre de près ce qui se joue dans la péninsule coréenne, théâtre ces dernières semaines, ces derniers jours, d'une crise d'une rare gravité entre les deux Corées. La semaine dernière, les deux voisins, ce sont les deux voisins ennemis, ont procédé à un échange de tirs de missiles. Pyongyang qui a lancé plus de 10 missiles qui sont tombés près des eaux territoriales sud-coréennes. Fait inédit, Séoul a riposté avec 3 missiles air-sol. Depuis, les tirs se succèdent. Ces incidents surviennent en marge d'un exercice militaire conjoint entre les États-Unis et la Corée du Sud dans la région, baptisé Vigilant Storm, tempête vigilante que Pyongyang qualifie de provocation et promet justement une réponse militaire ferme. Bref, les esprits s'échauffent entre les deux voisins. On va essayer d'en savoir plus sur les enjeux et sur ce qui risque d'arriver avec nos invités ce soir. J'ai le plaisir de recevoir Manuel Pouchelet, expert en géopolitique, et Tawfiq Hamel, chercheur en histoire militaire. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors on revient sur les faits avec vous, Manuel Pouchelet, tout d'abord sur ce qui s'est passé précisément cette fois-ci entre les deux Corées et comprendre pourquoi cette fois-ci le jeu est dangereux. Manuel Pouchelet, je vous propose de suivre avec nous cette carte de la péninsule coréenne pour comprendre exactement ce qui a été fait. Tout d'abord par la Corée du Nord. Écoutez, en ce qui concerne cette carte que nous avons sous les yeux, la région est relativement petite, mais c'est aussi une situation qui est figée depuis la guerre qu'il y a eu entre les deux parties de la Corée et qui s'est arrêtée en 1953 avec cette frontière que vous avez à l'écran, oui. Qui est le fameux 38e parallèle. Maintenant, depuis la période de la guerre froide, et si on se téléporte aujourd'hui en 2022, je rappelle une chose, c'est que les deux Corées entretiennent quand même des relations diplomatiques, certes de manière délicate, mais les Coréens du Nord, si vous voulez, ces derniers temps, sont assez nerveux et en effet font des tirs de missiles et répliquent par des tirs de missiles, on va dire un petit peu aux provocations américaines. En ce qui concerne les tirs de missiles, ces derniers temps, nous en avons observé de nombreux qui vont souvent se perdre en mer du côté du Japon parce que les Coréens du Nord ont une phobie du Japon. C'est d'abord un héritage historique, mais ils savent aussi que le Japon est une tête de pont avancée des États-Unis dans la région. C'est un pays qui est en train de se réarmer et pour Pyongyang, c'est un message de menace. En ce qui concerne la Corée du Sud, ce voisin du Sud a toujours été préoccupant dans la mesure où ce ne sont pas forcément les Coréens à proprement parler, mais plutôt une forte présence américaine qui, je le rappelle, a pour but aussi non seulement d'endiguer la Corée du Nord, mais aussi la Chine. Maintenant, nous sommes aussi en période délicate. Nous avons la semaine dernière, les dernières semaines, excusez-moi, pu assister au congrès du Parti communiste chinois où M. Xi Jinping a donné une ligne aussi bien à l'international qu'en politique intérieure. Et je pense que le dirigeant nord-coréen souhaite faire entendre sa voix. Oui. Derrière ces provocations, si je puis me permettre, ou derrière ces exercices, les Américains, de toute façon, les exercices dans la région, ça fait un peu moins de 6 mois qu'ils sont en train d'en faire. Tout ça pour tester leur dispositif de futures et nouvelles alliances. Je rappelle qu'il y a l'AUKUS, cette fameuse alliance qui va regrouper le Japon, le Canada, les États-Unis et l'Australie. Tout ça, bien sûr, dans un but défensif contre la Chine. Mais ce ne serait pas inintéressant d'observer que finalement, est-ce que ce ne serait peut-être pas la Corée du Nord qui serait la première à tester cette nouvelle alliance. Alors justement, Manuel Pouchelet, je reviens sur ce qui s'est passé cette fois-ci. D'habitude, les missiles tirés par Pyongyang tombent dans la mer du Japon, dans les eaux territoriales japonaises. Cette fois-ci, quel est à votre avis le message lancé par Pyongyang en lançant les missiles vers la Corée du Sud ? Le message est adressé à qui ?
Le message est adressé aux Coréens du Sud et le message est adressé surtout en priorité aux Américains qui ont une forte présence et une forte empreinte en Corée du Sud. Maintenant, point important en ce qui concerne la Corée du Sud. Je rappelle que la Corée du Sud, militairement, participe à l'action de la future AUKUS, cette fameuse alliance dont je viens de vous évoquer l'existence. Et en même temps, les Coréens du Sud ont développé un programme militaire assez défensif qui fait peur à la Corée du Nord. Donc, si vous voulez, ça fait le jeu de Washington, mais en même temps, c'est un message clair. Un petit peu, je me demande si ce n'est pas une pâle imitation de ce qu'on a pu voir en octobre dernier ou même en août dernier, rappelez-vous, avec la visite de Mme Pelosi à Taïwan, où la Chine avait fait ce même genre d'exercice et tiré des missiles à proximité de Taïwan. Je pense que c'est ni plus ni moins une copie, mais qui a quand même un message diplomatique en disant « N'allez pas trop loin, nous sommes en mesure de riposter et en mesure de répondre à vos provocations ». Alors, je le disais en début de cette émission, les esprits se chauffent et la question qui se pose actuellement, vers où se dirige-t-on? Est-ce qu'il y aura donc une escalade militaire entre les deux Corées? Donc, Taoufik Hamel, ce n'est pas un fait inédit. Il y a eu des précédents épisodes similaires entre les deux Corées. La question que je vous pose, est-ce qu'il y aura une escalade militaire cette fois-ci? Actuellement, la relation entre les deux États, en fait, comme le meilleur est possible, comme le pire est possible entre les deux États. Certes, en tout cas, la guerre de Corée a commencé en 1950 jusqu'à 1953. Ensuite, il y avait l'armistice, mais qui n'a pas été suivi par un traité de paix. C'était du temps une trêve. Et depuis, il y avait des échanges, mais cela n'a pas abouti, n'a pas en tout cas déclenché une guerre. Sauf que le contexte actuellement, on est dans un contexte complètement différent avec le retour des tensions entre les grandes puissances, en particulier la Chine et les États-Unis et la Russie. On se retrouve dans une situation de bipolarisation du monde, si on peut utiliser ce terme. Ça veut dire que les tensions entre les grandes puissances sont très très importantes et actuellement en Asie, on se retrouve avec des États qui sont amenés à choisir leur alliance. Et dans le cadre de la Corée du Nord, en tout cas, dans le cadre de la Chine, la Corée du Nord partage au moins plus de 1400 km de frontière avec la Russie, avec la Chine et presque 19 km avec la Russie. Ce que je veux dire, c'est que le contexte actuel fait en sorte que une escalade accidentelle est possible entre les deux pays. Sachant que actuellement les relations avec le Japon, en tout cas pour le Japon, un peu d'histoire, c'est intéressant de garder ça à l'histoire. Alors il y avait la première guerre sino-japonaise, c'était 1894 jusqu'à 1995, c'était presque 7 mois entre la Chine et le Japon, justement pour le contrôle de la Corée. Alors, c'était en 1895, la Chine était amenée à signer, en tout cas, il y avait une défaite militaire face au Japon, où la Chine était amenée à signer une trêve avec le Japon. Et en même temps, c'était à l'occasion où le Japon, justement, a colonisé Taïwan. Et en 2010, alors en 1910, le Japon a annexé la Corée. Et cette situation a duré jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça veut dire jusqu'à 1945. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est retrouvé avec deux parties de la Corée. La partie du Nord était sous le contrôle de l'Union soviétique et la partie du Sud, c'était sous la partie des États-Unis. Cela, en tout cas, c'est en 1948. On a des tentatives d'unification des deux Corées ont échoué en 1948. Ensuite, en 1950, il y avait la guerre. Ce que je veux dire, il y a tout cet héritage dans la mémoire collective. Il faut garder ça à l'esprit et en même temps les tensions actuelles entre les grandes puissances. Alors, il est intéressant de revenir sur ces faits historiques, Manuel Pouchelet, pour comprendre ce qui se joue actuellement, ce qui risque d'arriver dans la région. Je vais justement vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir actuellement que cette confrontation militaire est envisageable dans le contexte actuel, lorsqu'on sait que Pyongyang a
a dit qu'elle pourrait justement riposter. On s'attend à une riposte ferme de la part de Pyongyang. À quoi peut-on s'attendre de la part de la Corée du Nord actuellement et quelle est justement sa capacité militaire? Est-ce qu'elle a la capacité de riposter fermement? C'est difficile de répondre à cette question. Pour l'instant, vous remarquerez sur les images que vous avez diffusées que le leader nord-coréen est en présence de civils et non de militaires. Donc pour l'instant, c'est-à-dire qu'il y a déjà un premier message diplomatique quand on regarde bien les images. Maintenant, en ce qui concerne la possibilité, les capacités militaires de la Corée du Nord, elles inquiètent l'Occident, elles inquiètent les États-Unis dans la mesure où c'est une puissance nucléaire et c'est une puissance qui, ces derniers temps, a affiné ses missiles et ses systèmes de guidage. D'ailleurs, je ferai remarquer que la Corée du Nord est aussi associée au programme nucléaire iranien, pour ceux qui s'y intéressent. Maintenant, en ce qui concerne la capacité militaire des Nord-Coréens à attaquer la Corée du Sud, je pense qu'il est beaucoup trop tôt d'en parler, parce que de toute façon, si attaque il y a, je pense que la Chine ne va pas tarder à réagir. Et vous savez très bien que la posture chinoise par rapport à la Corée du Nord est toujours délicate. C'est un petit peu le trublion, si vous voulez, dans la région, qui a conservé son régime, etc. Mais à défaut d'attaque militaire, je ferai remarquer que la Corée du Nord fait aussi et est reconnue comme, entre guillemets, experte des cyberattaques. Donc ça se trouve, peut-être avant une escalade militaire, vous pourriez être amené à voir des systèmes américains ou occidentaux paralysés par la Corée du Nord, parce que c'est un savoir-faire qui aujourd'hui rentre dans la composante de la guerre, si vous voulez. Maintenant, de là à mener une attaque militaire, on a aussi un jeu des calendriers. Ils pensent en Corée du Nord que les Américains sont occupés avec les midterms, ces fameuses élections de mi-mandat. Oui. Mais je pense que la réponse de M. Biden ou même le dernier passage de Kamala Harris dans la région ou même de Mme Pelosi, je rappelle que le secrétaire d'État américain à la Défense a montré une posture très ferme. Est-ce que cette posture très ferme qu'il a eue envers la Chine va-t-il la reproduire, on va dire la téléporter ou la déporter, excusez-moi, sur la Corée du Nord? Je pense que oui. Maintenant, attention, les Coréens du Nord, ça reste quand même une équation mystérieuse, mais si l'on s'en réfère à l'histoire et au regard des opérations qui ont été menées en 1950, 51, 52 jusqu'en 53, avec le déploiement avec le général MacArthur, les Coréens du Nord ont été battus, excusez-moi, entre guillemets, à plat de couture. Maintenant, attention, nous sommes en 2022, comme dit le proverbe arabe qui garde son secret et est maître de sa route, je ferai remarquer que je pense que le dirigeant nord-coréen a montré certaines capacités qui inquiètent en Occident. Maintenant, il sait pertinemment qu'en Corée, je rappelle qu'en Corée du Sud, ainsi qu'au Japon et même en Australie, et un peu plus loin au niveau Indonésie, vous avez une puissance américaine majeure qui sera en mesure de riposter sur plusieurs points sur le territoire nord-coréen, un petit peu comme ce qui s'est passé en Irak et également en Afghanistan. Donc attention, pour l'instant, c'est une menace et je pense que les Nord-Coréens pensent que les Américains sont occupés en Ukraine, mais je vous le rappelle, quand on regarde l'histoire, notamment 1945 et puis la reconquête du Pacifique, de l'océan Pacifique, avec l'amirauté américaine et le général MacArthur, la puissance américaine a été capable à cette époque à mener la guerre en Europe et dans le Pacifique. Et je pense qu'il ne faut pas négliger la puissance américaine, quoi qu'on en dise certains indicateurs. On va y revenir sur la position américaine. Tawfiq Hamel, je vais vous reposer la même question. Votre avis sur sous quelle forme pourrait se présenter la riposte nord-coréenne dans le contexte actuel? Globalement, si on fait une comparaison entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, quand on parle de la Corée du Sud, on ne parle pas uniquement de la Corée du Sud, il y a toute l'alliance avec les États-Unis et le Japon, l'Australie. Vu le changement d'attitude des Américains ces dernières années, au moins depuis 2010, et un engagement ferme de la part des États-Unis dans l'Asie. Et elle serait un suicide pour la crédibilité des États-Unis si les États-Unis n'interviennent pas du côté de la Corée du Sud. Globalement, la Corée du Nord jusqu'à maintenant a plus misé sur la dissuasion. Jusqu'à maintenant a bien joué son jeu. Elle a pu à plusieurs reprises faire en sorte que les pays occidentaux fassent des concessions parce que
la Corée du Nord a en tout cas mis sur la dissuasion. Séoul qui a riposté, c'est un fait inédit depuis qu'on n'a jamais vu depuis 70 ans. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vraiment entré dans une guerre. Oui. Il faut garder à l'esprit que les États-Unis ont, en 2019, les Américains avaient 78 000 soldats installés en Corée du Sud et au Japon. Ça montre tout l'engagement américain dans cette région. Oui. Globalement, ce qui est inquiétant, c'est que le régime coréen, ça reste quand même un régime très très opaque et il y a une certaine insécurité de l'intérieur. Et lorsqu'il y a une insécurité qui est posée par une menace extérieure, là, il y a une possibilité d'atténuer ces menaces à travers des mesures de confiance. Sauf que dans le cadre de la Corée du Nord, certes, il y a cette menace extérieure, mais en même temps, il y a une menace, une perception d'une menace de l'intérieur qui vient d'un risque de l'effondrement du régime. Dans ce cas, ça va être très très difficile justement d'estimer correctement la riposte du régime coréen. Mais globalement, ça reste quand même certes, le régime coréen, c'est une puissance nucléaire, mais c'est incomparable par rapport à la puissance de la Corée du Sud, du Japon et des États-Unis. Alors, Manuel Pouchelet, on peut dire, il est intéressant de dire que les deux pays sont techniquement en guerre, mais il y a en parallèle donc cet accord intercoréen de 2018, l'accord intercoréen militaire bien entendu, et l'accord de cessez-le-feu. Donc, que dire de ces accords qui existent entre les deux pays ? C'est difficile, vous savez, la Corée du Nord est quand même un régime très particulier qui a du mal à tenir ses engagements, mais je reviens sur ma première remarque au regard des images que vous nous avez communiquées ce soir. Le dirigeant nord-coréen est entouré de civils et non de militaires, alors que d'habitude, s'il était en posture agressive, il aurait tout son état-major avec ses généraux qui l'entourent. Maintenant, il y a quelque chose qui nous échappe un peu ce soir. La violence et si vous voulez, l'agressivité n'est pas du tout dans cette culture asiatique. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant. Est-ce qu'il est peut-être pas en train de faire un coup de poker, etc. Mais je rappelle que c'est pas la tradition stratégique, le poker dans cette région. Ce sont les Américains qui jouent au poker là-dedans, dans cette situation qui est très délicate. Maintenant, peut-être que le dirigeant nord-coréen nous propose une réponse aux immixtions américaines sur d'autres dossiers que les téléspectateurs doivent connaître. Je rappelle que la Corée du Nord, elle est impliquée dans d'autres dossiers. Oui. Ils sont aussi soumis, et je pense que la population nord-coréenne souffre aussi d'un blocus américain particulièrement étanche qui est réalisé, bien entendu, avec la complicité et en sous-traitance avec les Sud-Coréens. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a une forme, et c'est ce que disait M. Hamel, il y a un risque de déstabilisation du pouvoir. Donc, forcément, le dirigeant nord-coréen montre les bras, montre ses muscles et dissuade. Je rappelle que la dissuasion nucléaire, c'est la paix par la peur. Attention, la différence de l'Europe, dans cette région, les États-Unis ont un total soutien des puissances que nous venons d'évoquer. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, in extenso les Philippines, Diego Garcia et peut-être l'Indonésie, ça commence à faire du monde. Donc je pense que le dirigeant nord-coréen, si vous voulez, va s'y prendre à deux fois avant de frapper son voisin du Sud. Je pense que c'est une provocation et une réponse aux exercices militaires, un peu comme l'a fait la Chine lorsque Mme Pelosi s'est rendue à Taïwan. Je pense que c'est pour l'instant une forme d'imitation. J'espère ne pas me tromper, parce que si escalade il y a, malheureusement, les États-Unis vont être en mesure, si vous voulez, malgré l'alliance qui est sur le papier, risqueraient d'engager des moyens colossaux. Les effectifs militaires sont nettement plus nombreux. Et Mme Kamala Harris, la vice-présidente américaine, avait visité la région il y a un peu moins d'un an. Donc, si vous voulez, il faut aussi observer le déplacement des hautes autorités américaines, Mme Pelosi, M. Blinken et Mme Kamala Harris dans la région. C'est quand même qu'il y a un signe annonciateur d'une tension réelle. Maintenant, les Coréens du Nord, je le rappelle, sont imprévisibles.
Et derrière cette réponse et ces exercices et cette violence qui se manifeste, c'est que forcément, c'est une réponse au message de Washington sur d'autres dossiers. Alors, vous avez parlé de Washington, de la position des États-Unis. Les États-Unis, on va dire que ce dossier des deux Corées fait intervenir plusieurs acteurs. Tawfiq Hamel, il y a les États-Unis, il y a la Chine, il y a également la Russie. Et dernièrement, j'aimerais revenir avec vous sur un fait qui s'est déroulé au Conseil de sécurité de l'ONU lorsque la diplomate américaine a accusé a pointé du doigt la responsabilité de la Chine et de la Russie sur ce qui se passe actuellement. Donc, elle les accuse, sans les nommer, de couvrir la Corée du Nord. Alors, que dire de ce soutien, justement? Alors, globalement, c'est difficile d'accuser directement la Russie et la Chine de cette façon parce que jusqu'à récemment, il y avait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont condamné la Corée du Nord pour différentes questions, notamment son programme nucléaire et balistique. Et la Russie et la Chine ont toujours soutenu ces résolutions. Oui. C'est certes la dernière fois, les deux pays n'ont pas suivi la position des pays occidentaux, pas uniquement les pays occidentaux. Mais il faut garder à l'esprit qu'il faut tenir compte de l'attitude américaine en matière de non-prolifération des armes nucléaires. Globalement, si on prend l'attitude des Américains concernant l'Irak, par exemple, c'est pas une attitude qui encourage la non-prolifération nucléaire. Si on prend l'attitude américaine concernant Israël, c'est pas une attitude qui encourage la non-prolifération nucléaire. Globalement, dans cette attitude, on peut pas toujours accuser la Russie et la Chine, alors que l'attitude américaine dans le dossier de non-prolifération nucléaire est catastrophique, au contraire, qui encourage certains pays justement à chercher la sécurité. Dans ce cas, personnellement, il me semble que c'est très très difficile, c'est insoutenable que l'attitude américaine de mettre toujours l'accent sur. Alors, on peut critiquer la Chine et la Russie sur d'autres dossiers, mais mettre la responsabilité uniquement sur la Chine et la Russie me semble une accusation très très légère et ne tient pas. Alors, toujours sur cette question, Manuel Pouchelet, que dire sur cette crise qui intervient sur fond d'antagonisme qui perdure entre la Chine, notamment entre la Chine et les États-Unis? Alors, c'est vrai que la Chine et les États-Unis, surtout depuis la fin du 20e congrès du PCC, M. Xi Jinping a rappelé la méthode et a rappelé la voie qu'il souhaitait donner à son pays. Maintenant, la Corée du Nord, si vous voulez, avec la Chine, a toujours eu une position très particulière, tantôt soutenue et tantôt sanctionnée, vous voyez. Donc, c'est pas très clair. Cette affaire de Corée du Nord, c'est un petit peu le trublion, comme pourrait l'être, alors je m'excuse de la comparaison, la Turquie avec l'OTAN. Mais si vous voulez, c'est très délicat, puisque on a quand même deux pays qui culturellement sont très proches malgré la grosse différence économique. Absolument. Mais je rappelle que ce qui crée la situation, et je pense que ce sont les émissions américaines, où là on se trouve avec des populations, surtout après cette période que nous avons connue de crise covidique, où on a pensé que tout s'était endormi et que cette crise de pandémie avait endormi les relations internationales. C'est faux, puisqu'au contraire, on a un réveil qui est particulièrement brutal. On assiste à une forme de polarisation du monde de demain, avec des tensions qui aujourd'hui s'expriment de manière assez violente. Oui. Notamment au niveau militaire. C'est l'objectif quand vous avez toujours des exercices, c'est de montrer vos capacités défensives et offensive. Maintenant, en ce qui concerne le jeu de la Russie et de la Chine, je vous ferai remarquer que ni M. Xi Jinping ni M. Poutine se sont exprimés sur le sujet, ni M. Biden. Je pense que les 24 prochaines heures seront intéressantes à observer, notamment en diplomatie, mais figurez-vous qu'en diplomatie, le silence en dit souvent très long. Alors, ce contexte explosif dans la région mérite qu'on
qu'on continue à le suivre. Merci donc à mes deux invités, Manuel Pouchelet, expert en géopolitique, et Taoufik Hamel, chercheur spécialiste en histoire militaire. Donc c'est un dossier qui reste à suivre de plus près. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.